Bienvenue à tous à la grande édition dont voici le sommaire. Le président de la République, Paul Kagame, a participé ce lundi aux cérémonies de prestation de serment et d'investiture du président nigérien Bola Ahmed Adekunle Tinubu, une cérémonie qui s'est déroulée à Eagle Square et qui a été rehaussée par la présence d'autres personnalités. Au sommaire également, nous avons l'Office rwandais des recettes en partenariat avec l'Organisation mondiale de douane qui organise un atelier multirégional sur la mesure de performance douanière pour la prise de décision stratégique et la bonne gouvernance. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Le président de la République, Paul Kagame, a participé ce lundi aux cérémonies de prestation de serment et d'investiture du président nigérien élu Bola Ahmed. Une cérémonie qui s'était déroulée à Eagle Square et qui a été rehaussée par la présence d'autres personnalités. Cette cérémonie a été précédée par la prestation de serment du vice-président du Nigeria, Kashim Shettima. Lors de sa prestation de serment, le président du Nigeria a déclaré qu'il va s'acquitter convenablement de ses attributions selon la Constitution et d'autres lois de son pays et qu'il va accorder la priorité aux biens de tous les Nigérians. Bola Tinubu a été élu président du Nigeria après Muhammadu Buhari qui a dirigé le Nigeria de 2015 à 2023. Il est le 16e président du Nigeria à 71 ans et il a auparavant été gouverneur de la capitale économique du Nigeria, Lagos, entre 1999 et 2007. Il a également été sénateur de Lagos de l'Ouest lors de la Troisième République. Il a remporté l'élection présidentielle avec 37% de voix face aux Akitu Abubakar et Peter Obi. L'Office rwandais des recettes, en partenariat avec l'Organisation mondiale de douane, organise un atelier multirégional sur la mesure de la performance douanière pour la prise de décision stratégique et la bonne gouvernance. C'est un atelier de 2 jours qui commence aujourd'hui et qui a réuni les douaniers de plus de 20 pays pour renforcer leurs connaissances et échanger leur expérience. L'un des participants d'origine ivoirienne partage son point de vue par rapport à ce genre de rencontre. Vous le savez certainement, nous sommes aujourd'hui confrontés à des pressions budgétaires et à la raréfaction des ressources, à une exigence plus poussée de nos populations qui implique que nous puissions adopter tous la gestion stratégique pour pouvoir créer plus de valeur publique. Dans ce sens, il est important que nous adoptions les mécanismes de mesure de la performance pour pouvoir donc non seulement mieux structurer nos objectifs, et nous donner les moyens de les mesurer pour pouvoir mieux rendre compte à nos populations, pour pouvoir mieux suivre nos activités et pour pouvoir mieux identifier les impacts de nos actions. C'est dans ce cadre-là que les organisations douanières sous l'égide de l'Organisation mondiale des douanes ont donc identifié un mécanisme de mesure de la performance. Et c'est en vue donc de nous entendre, n'est-ce pas, sur ces indicateurs-là que nous nous sommes réunis aujourd'hui pour ensemble en discuter. Effectivement, comme je vous l'indiquais, il est bien que nous sachions suivre nos activités. Il est bien également que nous sachions communiquer à nos populations ce que nous faisons. Il est bon également pour les administrations douanières de pouvoir développer des argumentaires envers les autorités, notamment le ministère et aux plus hautes autorités. Et dans ce cadre-là, nous avons besoin d'instruments qui nous permettent de mesurer cette activité. Et c'est pourquoi nous allons ensemble apprendre à mieux identifier des indicateurs pertinents qui parlent à tous, qui parlent bien aux douaniers, qui parlent aux différentes administrations douanières et qui parlent à nos populations. Place maintenant au sport pour parler des visiteurs étrangers qui viennent au Rwanda, surtout ceux qui, c'est la première fois, félicitent les efforts que le gouvernement rwandais ne cesse de déployer dans la mise en place des infrastructures sportives et de promouvoir le sport et les loisirs en général, ce qui les incite à visiter le Rwanda. Kassim Youssouf nous fait le point. Après la pandémie de Covid-19, le tourisme, comme d'autres activités, ont repris. Pedro Miguel Carreiro Rendes, l'une des légendes du Paris Saint-Germain, indique qu'il y a au Rwanda beaucoup de choses qu'on peut apprécier en tant qu'étranger qui y arrive pour la première fois. Il y a beaucoup de choses que des étrangers qui viennent au Rwanda peuvent apprécier et visiter.
À propos de la culture, j'ai notamment aimé comment les Rwandais accueillent les gens et j'ai d'ailleurs eu l'occasion d'aller visiter les gorilles au nord du pays et différentes autres choses. Je dirais que le Rwanda est un beau pays à visiter lorsqu'on pense de voyager. Le stade rouillé rénové et le Beka Arena sont un plus que ceux qui visitent le Rwanda peuvent apprécier. Des étrangers qui viennent au Rwanda félicitent les efforts que le gouvernement rwandais déploie dans la mise en place des infrastructures sportives et le développement que ce secteur a en général atteint. J'ai tout d'abord apprécié la population rwandaise, son amabilité, sa danse. Même là où nous sommes, on voit que les gens sont rayonnants. Je dirais que j'apprécie les choses que je vois au Rwanda, dont des infrastructures sportives. Je suis heureuse de voir combien le Rwanda est un beau pays. On y trouve une bonne culture d'hospitalité. J'étais le soir au Beka Arena pour suivre les matchs de basketball. C'était formidable. Là où nous sommes, dans ce stade, on voit que le Rwanda fournit des efforts dans la mise en place des infrastructures de sport et loisirs et c'est appréciable. Dans le cadre du programme de Visit Rwanda, le Rwanda a signé des accords avec le Paris Saint-Germain et la formation d'Arsenal de Première Ligue britannique et l'on trouve en district de Huye l'académie de PSG au Rwanda. Le vice-maire du district de Huye en charge des affaires économiques, Kamana André, indique que ce district a actuellement l'opportunité d'abriter diverses activités sportives, ce qui lui permet d'accueillir différents visiteurs. Le secteur touristique a enregistré en 2019 plus de 500 millions de dollars américains par rapport à 300 millions bien avant. Les emplois générés sont passés de 89 000 à 164 000. Pour développer davantage le tourisme sportif, le stade national à Mauro est actuellement en cours de rénovation et le ministère des Sports indique que des stades seront construits un peu partout dans le pays, dont des terrains de football et d'autres disciplines sportives. En marge du tournoi de basketball africain BAL, nous sommes honorés d'accueillir M. Maf Derulo, influenceur renommé, qui a été présent à ce spectacle riche en couleurs. Vous êtes le bienvenu, Maf Derulo. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. C'est un honneur, moi aussi. Ouais. Vous êtes ici depuis le 24 mai à Kigali. Qu'est-ce qui a motivé votre séjour ou bien votre voyage? Le tournoi de basket The Ball. Et je voulais visiter le pays. Voilà. Donc, quelle a été votre expérience par rapport à vos attentes à la base? Alors moi, quand j'ai partagé que je venais au Rwanda, mes abonnés rwandais m'ont dit que j'allais être content au début et triste de partir à la fin. Ouais. Et là, c'est le cas parce que je suis vraiment triste. Je pars dans 2 jours, je suis triste parce que j'ai trop aimé mon séjour. Pourriez-vous alors nous parler de votre expérience, le jeu, les joueurs, l'accueil et l'environnement? J'ai été surpris, c'était un show à l'américaine. C'était un show à l'américaine, j'ai vu les joueurs. Pourtant, je pensais que j'étais grand, mais je suis tout petit. J'ai vu des grands joueurs, j'ai vu des grands matchs. Et la Côte d'Ivoire n'a pas gagné. Je suis un peu déçu, mais sinon, c'était une belle finale. J'étais assisté à la finale, c'était une belle finale. Est-ce que vous êtes venu ici dans le cadre de basketball ou bien il y avait une autre motivation, genre vous êtes venu pour le séjour, vous aimez le basketball ou bien vous étiez dans le... J'aime le basket. Bon, je ne suis pas très fort au basket, mais j'aime le basket. J'aime le basket. The Ball m'a invité et en même temps, Visit Rwanda m'a invité pour faire découvrir Kigali. Et j'ai découvert Kigali et j'ai les yeux qui palpitent encore. Je me dis que si vous avez été invité, vous êtes comme un grand influenceur. Est-ce que vous en êtes conscient? J'aime pas ce terme influenceur. Pour moi, influenceur, c'est quelqu'un qui fout rien. Okay, et moi, je ne fous pas rien. Okay. À la base, je suis humoriste voilà. Et je suis créateur de contenu. Mais influenceur, j'aime pas trop quand tu dis ça. J'aime pas trop quand tu dis ça. Alors d'accord, parlons de humoriste. Alors vous êtes humoriste. Votre style est plutôt unique. Pourquoi les gestes et non les paroles? Avant, je faisais des vidéos, je parlais beaucoup, ça ne marchait pas. Donc je me suis dit, je trouve une autre solution, une autre idée. Et je suis un grand fan de Charlie Chaplin, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, Charlie Chaplin, une grande star. Ouais. Et j'ai vu qu'en fait, sans parler, il faisait rire. Et donc je me suis dit, il faut que je fasse la même chose. Il faut que je fasse des vidéos sans parler, avec des messages, des textes. Donc c'est lui qui vous a inspiré depuis la Covid? C'est vraiment lui qui m'a inspiré. Et parlons de votre genre, votre métier, vous êtes créateur de contenu. Qu'est-ce qui vous inspire dans le contenu? Dans le contenu, les artistes qui m'ont inspiré. Alors il y a beaucoup de personnes. Il y a l'artiste ivoirien Michel Gou. Il y a Will Smith qui m'a attiré.
Après, les Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, tous les humoristes français qui ont marché. Ça, c'était à la base. Et maintenant, quand il est question de créer un contenu, puisque maintenant vous êtes connu comme créateur de contenu, qu'est-ce qui inspire votre contenu, votre créativité? Là, aujourd'hui, ce qui m'inspire, c'est la vraie vie, la vie de tous les jours. C'est vraiment la vie de tous les jours. Les textes, c'est toujours des vérités ou une blague ou les vérités sur des femmes que les femmes n'aiment pas beaucoup. Ouais. Mais c'est ça qui marche. Parlons de vérité, il y a des gens, il y a toujours des commentaires, parce que moi aussi je vous suis sur Instagram. Comment est-ce que vous réagissez face aux attaques par rapport à ce que vous faites comme contenu quand il y a des critiques? J'ai plus 20 ans. Il y a 10 ans de cela, j'aurais été vexé, blessé. Mais là, je suis un père de famille. Je lis les commentaires, je pleure un peu, mais après, je repasse à la vie normale. C'est juste les réseaux sociaux, il ne faut pas faire attention. J'ai une question, je n'avais pas préparé cette question, mais maintenant j'ai envie de vous poser Oh là là, cette j'ai question. peur. Vous êtes marié, vous avez un enfant. Alors, c'est quoi la réaction par rapport à ce que vous faites, votre femme? C'était pas prévu ça? Non, c'était Est-ce pas que je prévu. peux avoir un joker? Ouais. Mes enfants, j'en ai 3. Mes enfants, j'ai des jumeaux de 9 ans. Eux, ils sont contents. À l'école, c'est des stars maintenant. Et sinon, non. Ma femme, la vie de tous les jours, on ne fait pas de vidéos. Hein. Parce qu'on Elle dit me toujours soutient. que derrière chaque grand homme, il y a une plus grande femme. Est-ce que c'est elle? Est-ce qu'elle contribue à ce que vous faites? Ou bien elle apprécie à la fin? contribue. Je demande son avis. Je demande toujours son avis, mais je ne l'écoute pas tout le temps. Alors, jusqu'à présent, c'est quoi le défi sur la question de communication et visibilité? Vous êtes sur les réseaux sociaux, Oui. Il y a un point négatif et un point positif. Alors, c'est quoi le défi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un défi ou il n'y en a pas? Sur les réseaux sociaux, le défi, mon défi, c'est d'être connu dans le monde entier, de traverser les frontières. Là, j'ai fait le Canada, j'ai fait la Martinique, aujourd'hui j'ai fait le Rwanda, mais là j'ai envie de m'attaquer aux Anglais. Ok. J'ai envie de mettre des textes en anglais. Voilà. Alors, est-ce que là, maintenant, si vous pouvez créer quelque chose comme contenu pour notre audience qui nous regarde, il y a un petit truc, je vous donne 30 secondes ou bien 60 secondes pour faire de l'humour. Il y a des gens qui te posent des questions qui n'étaient pas prévues. Voilà, c'est pour toi. Merci beaucoup, c'est un plaisir. On Merci est beaucoup. content de vous avoir reçu et vous êtes le bienvenu encore une fois au Rwanda et aussi à la télé rwandaise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Place maintenant au leadership féminin au Rwanda. Je vous propose un récit de mon confrère Patrick Nilidandi pour nous en parler plus. Une vingtaine de journalistes, membres de l'OPFR, Organisation de la presse francophone au Rwanda, s'étaient donné rendez-vous l'après-midi de ce samedi autour de la secrétaire générale de l'UPF, Union internationale de la presse francophone, en visite au Rwanda, dont l'OPFR est une section nationale, en vue de discuter du leadership féminin dans le média. La secrétaire générale de l'Union internationale de la presse francophone, Madame Zahra Nazarian, s'est réjouie de cette initiative qui montre les dynamismes de la section rwandaise de l'UPF international, mais aussi de l'importance du sujet choisi pour cette journée de réflexion. Et c'est peut-être symbolique et ça tombe très bien aussi à la fois que cette visite de quelques jours se termine sur une note de formation et aussi sur une note d'échange, sur cet atelier d'échange et de formation qui est celui qu'on vient d'inaugurer il y a quelques minutes. Il s'agit précisément donc d'échanges, de débats autour d'un thème très important qui est le leadership féminin dans les médias. Je rappelle pour l'occasion que l'Union internationale de la presse francophone a organisé en juillet dernier à Ben Guerir au Maroc des assises internationales sur ce sujet précisément. Donc des journalistes, quelques centaines de journalistes venus du monde entier ont débattu des problèmes de la présence de la femme, des femmes dans la presse et dans les médias en général, des problèmes aussi des femmes leaders dans le domaine des médias. Et on sait très bien qu'indépendamment du pays et même des continents, les problèmes sont malheureusement les mêmes. Les femmes ne sont soit pas suffisamment représentées, soit pas suffisamment représentées au niveau, et surtout c'est ça, c'est ce deuxième point, au niveau des responsabilités dans les médias. Voilà, donc on en parlera pendant ces quelques heures avec nos collègues rwandaises et rwandais. Je suis ravie de voir que cette formation est suivie aussi bien par les femmes que par les hommes. Mais aussi, donc, justement, la formation qui va suivre, c'est celle sur la création des podcasts, qui est
une nouvelle, si je peux dire, tendance dans les médias qui prend de plus en plus sa force. Et ça me réjouit que nos collègues journalistes francophones rwandais puissent eux aussi accéder aux techniques de cette pratique journalistique. En procédant à l'ouverture officielle de cette formation, la secrétaire générale de l'Union internationale de la presse francophone, Zara Nazarian, a indiqué que l'Union internationale de la presse francophone, UPF International, est prête à travailler avec les partenaires rwandais pour apporter sa modeste contribution dans le renforcement des relations constructives entre elle et le Rwanda. De son côté, le chef de la coopération culturelle à l'ambassade de France au Rwanda, Madame Domagala Adriana a indiqué que l'institution qu'elle représente a choisi de soutenir l'OPFR dans cette formation car elle connaît l'importance de la femme dans le développement et que cette dernière peut entièrement jouer son rôle dans la lutte contre les inégalités entre hommes et femmes. Elle est aussi revenue sur l'importance de cet outil de communication qu'est les podcasts. J'aime beaucoup les différentes thématiques qui sont abordées. J'ai plusieurs podcasts en tête, alors en particulier en France, mais ici au Rwanda, il y en a un en particulier qui m'a plu très récemment sur les questions culturelles. Je ne sais pas si tout le monde a déjà pu écouter ce podcast, mais c'est un podcast qui a été fait par une artiste en fait qui se lance un petit peu dans le journalisme. Et je trouve que ce qui est vraiment exceptionnel avec le podcast, c'est que c'est vraiment accessible à tout le monde. Aujourd'hui, les techniques journalistiques évoluent, c'est pas toujours évident et on demande aux journalistes de savoir faire un peu tout, ce qui est pas facile, mais le podcast a cet intérêt, présente un intérêt particulier parce que justement ça peut être aussi un bon moyen finalement de se lancer dans le journalisme en quelque sorte, en tout cas de donner envie à certaines personnes qui souhaiteraient se lancer dans des études dans ce domaine par exemple. La vice-présidente de l'OPFR, branche de l'UPF international, Michelle Iradukunda, a remercié les deux organisations, l'ambassade de France au Rwanda ainsi que l'UPF international, pour le soutien apporté au renforcement de capacités des journalistes francophones au Rwanda. District de Ruhango, ce dimanche s'est déroulé pour la 29e fois la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, en rendant particulièrement hommage aux femmes et enfants qui ont été massacrés. La ministre du Genre et de la Promotion de la Famille, professeure Bayisenge Jeannette, a exhorté les parents à réexaminer le rôle qu'ils jouent dans l'édification d'un citoyen rwandais digne du Rwanda. Kassim Youssouf. Au musée de l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis du village de Douane dans le secteur de Bweramana en district de Ruhango, des dirigeants dans différentes institutions ont déposé des gerbes de fleurs à la plaque commémorative du génocide en mémoire de 470 femmes et enfants qui ont été massacrés par des Interahamwe le 20 mai 1994. Moutoneche Laetitia est l'une des rescapées des massacres perpétrés à ce musée de l'histoire de Douane et était âgée de 9 ans pendant le génocide perpétré contre les Tutsis. Hano kuri Douane rero twahageze twari tuvuye ahantu hari urusengero rw'Abadiventiste n'undi ni hafi ya hano. Nous sommes arrivés ici à Douane en provenance d'un endroit où il y avait un lieu de culte des fidèles adventistes et c'est près d'ici à Nyabitare. Une attaque y avait été menée et beaucoup de personnes ont été massacrées et d'autres blessées et les rescapés ont pris la décision de fuir vers la commune Murama. Ils ont rencontré un militaire des ex-FAR nommé Vandura qui leur a dit qu'à la commune Murama, on massacrait les personnes sous la direction du bourgmestre Rutiganda Jean Damascène. Les femmes et celles qui avaient des enfants ont décidé de venir ici. Après, des attaques meurtrières ont été menées. Les milices ont fait une attaque parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient fui vers cet endroit
et ils se sont appuyés sur la force du bourgmestre de la commune Murama et d'autres militaires. Lorsqu'ils sont arrivés, une femme les a vus et certaines personnes ont entendu le cri de moi-même et on a couru. J'étais parmi les personnes qui ont fui. Après le génocide, j'ai choisi d'être résiliente et de ne pas être submergée par la dépression. Je me suis reconstruite, j'ai progressé et je suis forte. Lors de cette activité de commémoration, la ministre du Genre et de la Promotion de la Famille, le professeur Jeannette Vaïsengue, a rappelé que c'est l'occasion de réfléchir à l'éducation que nous donnons à nos enfants. Alors que les Tutsis étaient massacrés et chassés de chez eux depuis 1959 et les années suivantes, ces personnes qui ont planifié et exécuté le génocide en 1994, c'est certain qu'ils étaient des enfants, ce qui signifie qu'avant, on leur avait enseigné la haine. Cela a un message et cela devrait nous faire réfléchir, nos parents, sur la contribution que nous apportons en donnant une bonne éducation à la société future, les valeurs que nous leur enseignons, l'héritage que nous laissons derrière nous et aussi sur la façon dont nous construisons une nouvelle histoire. Selon les recherches effectuées, le district de Ruango, où s'est déroulée l'activité de commémoration en mémoire des femmes et enfants massacrés pendant le génocide perpétré contre les Tutsis, est classé au 3e rang en ce qui concerne le nombre de familles complètement disparues pendant le génocide perpétré contre les Tutsis. Ceux qui ont témoigné et ceux qui ont fait des exposés sur l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis ont souligné que massacrer un innocent enfant et sa mère est la preuve du plan macabre d'extermination de tous les Tutsis. Ils ont encore une fois loué l'armée du Front patriotique rwandais qui a libéré le pays. Lors de la tragédie de 1994 au Rwanda, 76 familles qui comptaient 416 membres ont été sauvagement massacrés par les Interahamwe dans l'ancien secteur Murama, aujourd'hui district de Bugesera. Suivant dans le récit de Patrick Nilidandi les cérémonies de mémoire qui ont eu lieu ce dimanche. Karingani Etienne, qui était le seul survivant de sa famille, vivait en 1994 dans l'ancien secteur Murama, maintenant devenu secteur Nyamata du district de Bugesera. Dans son témoignage, il a expliqué que les tueries contre les Tutsis avaient déjà commencé en 1992. Même témoignage de Abiaremie André, qui explique que les tueries avaient bien commencé avant l'hécatombe de 1994 et que certaines familles ont complètement été décimées sans qu'un seul survivant puisse échapper aux griffes des tueurs Interahamwe qui ont bénéficié de l'appui des militaires venant des casernes environnantes. Ici, dans l'ancien secteur Murama, il y avait beaucoup de Tutsis qui venaient des différentes parties, Ikongoro, Ruengeri et Byumba. Nous avons ensuite été encerclés par les Hutus, qui les ont forcés à tuer des gens en masse et même dans cette forêt. Il y avait une caserne militaire. Cette promiscuité avec les militaires a facilité la tâche aux miliciens pour commettre l'irréparable, les massacres rapides des Tutsis qui vivaient ici. Les survivants de l'ancien secteur Murama louent la bravoure des militaires Inkotanyi qui les ont secourus des mains des tueurs et ont conduit le pays vers le développement. Nous nous souvenons littéralement comment les Inkotanyi nous ont trouvés ici et nous ont sauvés des miliciens Interahamwe dans le trou dans lequel nous étions cachés. Nous pouvons trouver la récompense à offrir à ces valeureux Inkotanyi et au président de la République Paul Kagame, car ils nous ont sauvés d'une mort certaine. Ensuite, ils ont pris soin de nous, nous ont soutenus et nous avons progressé ensemble avec le pays. Le sénateur Kanyaru Kiga Ephraim
a souligné que les jeunes devraient apprendre l'histoire afin de poursuivre dans la même et bonne direction du pays, comme les ont fait leurs aînés Inkotanyi. Que ce soit des anciens, de jeunes, de différentes catégories, dans les écoles, membres des différentes religions, tous devons apprendre de notre histoire, surtout les jeunes, avoir un état d'esprit combatif pour faire avancer les pays. Aujourd'hui, il n'y a plus de discrimination. Nulle part la différence entre un Hutu et un Tutsi. Nulle part. Toute cette semaine, les habitants de l'ancien secteur Murama vont se souvenir pour la 29e fois du génocide perpétré contre les Tutsis, actuellement secteur de Nyamata, district de Bugesera. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je vous souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. Étiez avec Amandine Dikoumasavo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.